France Maghreb 2. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, c'est parti pour la spéciale du Grand Forum en ce mardi 17 décembre, une spéciale consacrée à un milieu dont on ne parle pas souvent dans les médias, la réalité de la psychiatrie. Pour en parler avec nous, Dounia Teibaoui ainsi que Maître Besma Maghrebi qui seront avec nous. Parmi les invités, nous aurons un patient déjà hospitalisé en milieu psychiatrique, une juriste qui fait partie de l'agence régionale de la santé, secteur psychiatrique, et une personne également proche de malades ayant subi les froideurs du milieu psychiatrique sous couvert évidemment du secret médical. Nous allons effleurer ce domaine que l'on connaît finalement assez peu et qui regorge également aussi de maltraitance. Nous ferons le point jusque 18h dans cette spéciale sur France Maghreb 2 du Grand Forum consacré donc à la réalité de la psychiatrie. Soyez les bienvenus. Le Grand Forum, merci d'être avec nous pour cette spéciale consacrée à la psychiatrie. Juste auparavant, aujourd'hui, en ce 17 décembre, jour de manifestation à Paris, un petit peu partout en France et pour nous. Pour le LGF, pour France Maghreb 2, Philippe Boyaki se trouve en direct de la grande manifestation qui a démarré place de la République et qui va du côté de la place de la Nation en passant par la Bastille. Philippe Boyaki, bonjour. Oui, bonjour aux auditeurs, bonjour aux auditrices. On est toujours à la place de la République. Là, je suis à la fin du cortège qui est clôturé cette année, en tout cas ce jour-ci, par la CFDT, avec un dispositif quand même assez impressionnant. Ça fait 3 heures qu'on est sur place, ça fait 3 heures que ça a démarré. Aucun incident à déplorer, en tout cas à Place de la République, et tant mieux. Mais une grande démonstration de force. Alors, on me dit il n'y a pas d'unité syndicale parce que c'est pas le même mot d'ordre. La CFDT ne défile pas sous les mêmes décisions des autres syndicats. Les traditionnels, CGT et FO, puisque eux demandent le retrait total de la réforme, alors que la CFDT, son point, la ligne rouge, comme disait Laurent Berger tout à l'heure, c'est l'âge pivot, l'âge 64 ans, et demain se tiendra une grande réunion avec tous les syndicats, et à la CFDT, on me fait dire que s'ils obtiennent gain de cause, ils appelleront chacun et chacune à prendre la responsabilité, mais en tout cas pour leur part, leur mobilisation s'arrêtera à ce moment-là. Alors que pour la CGT et FO, c'est bien clair, c'est le retrait total de la réforme et il n'y aura pas de trêve des confiseurs, il n'y aura pas de trêve de Noël. Donc, vous voyez, tout le monde est réuni, mais pas pour les mêmes revendications. La CGT a les siennes. Et puis, vous avez les autres, l'UNSA, qui est un petit peu aussi ce qu'on appelle un syndicat réformiste, qui est sur une tendance un petit peu plus nuancée. En tout cas, encore beaucoup de monde à Place de la République, aucun incident à déplorer, et tant mieux. Impossible d'aller à Bastille, c'est vraiment trop chargé. J'ai l'impression qu'il y a plus de monde que la semaine dernière. Oui, c'est la question que j'allais te poser, Philippe. Est-ce qu'il y a les oreilles d'un certain Jean-Paul Delevoye qui ont sifflé un peu? Pardon, j'ai pas entendu la question. Je te demandais si les oreilles de Jean-Paul Delevoye ont un peu sifflé cet après-midi. Ah énormément, bien sûr, évidemment. Jean-Paul Delevoye a occupé énormément les discussions, a fait rire, ricaner, des fois même grincer les dents. Lorsqu'on se veut exemplaire, on doit avoir une attitude digne. Et lorsqu'on demande aux salariés de faire des efforts, on ne peut pas concevoir que dans la Macronie, l'homme clé de la réforme des retraites était, je ne dirais pas le mot qui a été employé, mais visiblement ça a affecté beaucoup de salariés de savoir qu'ils pouvaient percevoir une rémunération allant jusqu'à 6 000 euros, être à différents conseils d'administration. Et donc, pour qui travaillait-il? Est-ce qu'il travaillait pour les salariés ou est-ce qu'il travaillait pour les firmes qu'il était censé représenter? Là est la question, il est tout seul, en tout cas avec ce secret. Et malgré son départ, ça ne calme absolument pas les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui réunis. La majorité demande le retrait total de cette réforme qu'ils considèrent injuste et inacceptable. Merci Philippe Boyaki en direct de la grande manifestation de Paris cet après-midi. Démonstration de force encore une fois aujourd'hui à la veille des négociations importantes avec le gouvernement demain. Et on saura à l'issue de cette dernière si il faut s'attendre à une poursuite du mouvement, à une trêve des confiseurs ou pas. Réponse demain. En attendant, les transports restent toujours perturbés, plus que jamais d'ailleurs. Notamment du côté de la SNCF qui vient de donner d'ailleurs ses prévisions pour le week-end prochain et c'est 50% du trafic qui seront assurés le week-end prochain, donc pour les départs en vacances évidemment. À tout à l'heure Philippe, merci beaucoup. Voilà, Philippe Boyaki en direct de la manif. Donc pour nous, vous pouvez d'ailleurs aller voir des rencontres, interviews
sur la page Facebook France Maghreb 2. Philippe Bouriaki en direct donc de la manifestation pour France Maghreb 2 et le Grand Forum. Tu restes pas tout seul le temps que l'ambulance arrive. Hein? Il est très violent, oui, je sais. Ces voyous, après, j'ai que son cœur, je fais souffrir. Je vous laisse. La langue et tout, je vous laisse. Je dépasse pour les gens. Il faut voir comment on les accueille, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas, on les soigne pas, les gens. On les garde. On fait du gardiennage. Moi, j'y allais toujours à l'hôpital. Puis j'ai pas envie d'aller à l'hôpital maintenant. C'est de l'héroïne. On fait chauffer le produit, et puis après, bon, ça part dans une seringue. Que les dealers rentrent à l'hôpital, ça, c'est pas acceptable. Ça amuse personne de le faire. Hein. Ouais, franchement, c'est violent. Tu l'attaches et puis tu t'arraches. Qui est attaché? Qui on attache en France en 2019 comme ça? Il est grand temps de dénoncer ces pratiques. Est-ce que les gens savent? La psychiatrie, effectivement, on en parle très peu et il est temps d'y consacrer un sujet, une spéciale du Grand Forum sur France Maghreb 2 aujourd'hui pour essayer d'en savoir davantage. Schizophrénie, troubles bipolaires, dépression, 12 millions de Français, sachez-le, sont touchés par une maladie mentale. Ils sont de plus en plus nombreux, leurs familles se sentent abandonnées, mais depuis des mois, médecins et infirmiers appellent au secours. Que se passe-t-il vraiment derrière les murs des hôpitaux psychiatriques? C'est la question qu'on va tenter de se poser et à laquelle nous allons tenter d'avoir une réponse. Avec moi aujourd'hui, pour m'accompagner, Maître Maghrebi. Bonjour Besma Maghrebi. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs. Dounia Taibaoui, ancienne infirmière cadre qui a travaillé également dans le milieu psychiatrique. Bonjour Dounia. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour Christophe, bonjour Besma. Il est très compliqué, mesdames, de parler de ce sujet parce que c'est un sujet complexe. Alors peut-être pour commencer et explorer le volet juridique, Besma, on peut se retrouver, tout le monde peut se retrouver en psychiatrie. Je pense par exemple à ceux qui font des tentatives de suicide par pendaison. On peut se retrouver rapidement en psychiatrie. Alors, est-ce qu'on peut se retrouver facilement en psychiatrie? On peut peut-être se retrouver facilement aux urgences psychiatriques si il se passe ce que tu viens de dire, comme une personne qui a fait une tentative de suicide. On peut même être rapidement dirigé vers les urgences psychiatriques lorsqu'on est aux urgences classiques d'un hôpital, lorsqu'on pense que la personne en réalité est victime d'une grave dépression, ou si elle vient d'effectuer une tentative de suicide. J'ai eu le cas il y a pas très longtemps d'une personne qui a été victime d'une erreur médicale, et il s'est avéré que le médecin, lorsqu'il lui a fait la prescription, il a fait un surdosage. Donc quand elle a pris son traitement, elle a fait un malaise, elle s'est retrouvée aux urgences, et en faisant la prise de sang, ils ont vu qu'il y avait un surdosage de médicaments. Ils n'ont pas pensé au médecin qui venait de lui prescrire le traitement, ils ont tout de suite pensé à une tentative de suicide et ils l'ont envoyé aux urgences psychiatriques. Donc c'est quelque chose, oui, en effet, qui peut arriver et qu'on rencontre. Hélas, j'ai pas les statistiques, mais que ce soit déjà une ou deux fois, c'est une ou deux fois de trop. Alors on est quand même champion du monde, je crois, en France, de médicaments, ce qu'on appelle des médicaments dont je me rappelle plus le terme. Consommateur de neuroleptiques, voilà, et de benzodiazépines. Oui. Voilà, merci beaucoup. En même temps, vous êtes des spécialistes, pas moi. Et comment expliquer justement qu'en France, en particulier, on est aussi consommateur de somnifères et de ce type de médicaments qui parfois nous aident à dormir, qui peut aussi assurer un bien-être pour quelqu'un, ou pour un état de fatigue, on n'arrive plus à dormir et ça devient tout de suite un problème, une problématique. Dounia, je suppose qu'en milieu psychiatrique, tu as dû voir justement des personnes comme vous et moi qui a juste une petite contrariété, quelques contrariétés qui s'enchaînent et ensuite c'est le système nerveux qui en prend un coup et puis on a besoin d'avoir recours à ce type de médicaments. Tout à fait, mais il faut savoir qu'en France, le premier recours à ce genre en fait, ça commence souvent par une insomnie, par exemple, et le premier recours qu'on a, c'est d'aller voir le médecin traitant. Le médecin traitant est souvent le premier prescripteur de benzo ou de neuroleptiques, et c'est comme ça que, par effet boule de neige, la personne finit par consommer ces psychotropes sur le long terme, voire à en être complètement dépendante. Voilà. Moi, je ferai un petit volet tout à l'heure sur les laboratoires pharmaceutique, sur l'industrie pharmaceutique, puisqu'il y a quand même une très très grande part de responsabilité par rapport à l'industrie pharmaceutique qui a une puissance de
frappe énorme par rapport à toutes les industries. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, on va rester sur le cadre. Si je peux juste compléter ce que tu viens de dire en ce qui concerne le médecin traitant qui prescrit ce genre de médicaments. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est culturel en France la prescription de médicaments, dans le sens où il est très compliqué de pouvoir faire évoluer les mentalités. Lorsque tu vas voir ton médecin traitant, si tu ressors sans ordonnance, c'est que tu considères qu'il n'est pas compétent et tu changes de médecin. Donc le médecin a la culture de la prescription et il se sent presque obligé de prescrire un médicament quand le patient vient le voir, pour pouvoir ne serait-ce que de continuer à le garder comme patient. Donc ils ont la prescription et on va dire la main légère sur ce genre de traitement-là, et j'en ai même vu certains qui ont l'impression que c'est pas très grave de prescrire des antidépresseurs ou des somnifères, parce qu'ils préfèrent lui prescrire ça plutôt que de voir le patient changer de médecin traitant. Et ça, c'est des médecins qui me disent très souvent. Moi, j'ajouterais juste 2 éléments par rapport à ce que Besma vient de dire. Effectivement, il y a une banalisation des antidépresseurs en France. Est-ce qu'on en devient dépendant, Dounia? Pardon. Oui, bien sûr. Mais juste pour compléter ce que Besma vient de dire, je reviendrai tout à l'heure sur l'addiction à ces produits-là. La banalisation des antidépresseurs est l'œuvre justement des laboratoires pharmaceutiques. C'est pour ça que je voulais en parler tout à l'heure. Et par rapport aux médecins, tu disais qu'il y avait une espèce de culture en France où le médecin de l'ordonnance, la prescription médicale. Faut savoir que les médecins, ils prescrivent, comment dirais-je, ils n'ont pas souvent toutes les informations. Ils sont souvent endoctrinés par les labos. Pourquoi? Parce que les seules infos qu'ils ont, elles se font par 2 biais. Elles se font premièrement par le biais des visiteurs médicaux, mais il faut savoir que les visiteurs médicaux, ils sont payés par qui? Ils sont payés par les laboratoires. Et deuxièmement, par des revues médicales d'information. Et ces revues médicales d'information qui sont gratuites pour eux sont financées par qui? Par les laboratoires. La seule revue médicale indépendante qui est indépendante s'appelle la revue Prescrire, qui est une revue très connue et qui coûte un bras, qui coûte très cher, d'où en fait son absence de succès auprès des médecins. Et malheureusement, c'est les labos qui font la loi et les médecins prescrivent parce qu'ils n'ont pas toutes les informations. C'est la spéciale du Grand Forum sur France Maghreb 2, un milieu dont on parle peu. Est-ce qu'on peut considérer d'abord la psychiatrie, est-ce que c'est une sorte de médecine? Oui ou non? Alors, la psychiatrie est une discipline médicale, bien sûr. D'accord. Est-ce que c'est la médecine pauvre alors? Dans le sens où on ne sait pas trop ce qui s'y passe à l'intérieur des murs de ces hôpitaux psychiatriques. Alors moi je dirais que la psychiatrie c'est le parent pauvre, oui. Pourquoi? Parce que c'est une discipline qui a été très 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 longtemps mise de côté. Elle a été mise de côté par les politiques, elle a été mise de côté, il y a eu des lits de fermés dans beaucoup d'établissements, dans beaucoup de services, il y a eu des baisses d'effectifs, il y a eu des baisses de budget. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Au niveau des dotations budgétaires, c'est le service qui est le moins gâté. D'où la pauvreté, quand je dis la médecine pauvre, voilà, c'est dans ce sens-là. C'est le grand oublié. Voilà. Et puis un petit détail aussi, quand je parlais des politiques, faut pas avoir honte de le dire, les patients psy ne sont pas des patients, ne sont pas des grands électeurs, des grands, comment dirais-je, des grands votants. Et ce ne sont pas les gens qui votent. Oui, parce que on est encore dans le préjugé du malade psychiatrique. Le jour où on arrivera à considérer le malade psy comme un malade lambda, peut-être que on y portera plus attention qu'on le fait actuellement. C'est pourquoi c'est le parent pauvre du milieu de la médecine, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de préjugés et beaucoup de connotations négatives derrière le terme déjà psychiatrique, milieu psychiatrique, monde psychiatrique, malade psychiatrique. Alors que, en tout cas, au niveau juridique, et ça j'y reviendrai après, on a quand même des règles assez strictes et c'est quand même bien encadré. Nous accueillons notre premier invité dans cette spéciale du Grand Forum, des invités qui seront uniquement par téléphone, vous le comprendrez, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué de se déplacer en région parisienne. Oui, on y a la grève, vous n'êtes pas sans le savoir. Rosa est avec nous, elle est juriste. Bonsoir Rosa. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Nous avons tenu donc avec Maître Maghrebi ici présente, avec Dounia Tebbaoui également, à consacrer une émission, une spéciale à ce milieu dont on ne parle finalement assez peu. C'est la médecine oubliée, le parent pauvre de la médecine, la psychiatrie. Rosa, quel est votre diagnostic sur justement cette médecine oubliée ? D'un point de vue juridique, je vous donnerai mon diagnostic si vous le souhaitez. Oui. Mais d'un point de vue médical, je suis pas spécialisée. D'un point de vue juridique, je dirais que le législateur s'est penché que tardivement sur la question, notamment avec la mise en place de la saisine facultative la saisine facultative et obligatoire du juge des libertés et de la détention qui a été mise en place par une loi de 2011 et entrée en vigueur en 2013. Donc c'était un peu compliqué.
Au jour d'aujourd'hui, est-ce que les droits sont respectés? Je peux pas vous le confirmer, mais je peux pas vous l'infirmer non plus. Ouais. Donc on va dire que c'est une matière sur laquelle on devrait peut-être se pencher un peu plus, ou du moins le législateur devrait se pencher davantage. Et c'est vrai qu'on a l'impression, c'est pas Besma et Dounia qui vont me contredire, on a l'impression finalement, quand on parle de psychiatrie, c'est que tout le monde s'en fout, quoi, que ce soit les politiques, que ce soit les professionnels, et on se demande même d'ailleurs si on les soigne réellement, parce que moi je me pose une question en tant que simple citoyen, j'ai l'impression qu'on voit, et pardon du terme, hein, il est absolument pas négatif, mais on voit de plus en plus de personnes qui ont des troubles dans les transports, vous qui êtes usagers, on a l'impression finalement qu'on fait un petit séjour par la psy et puis on les ressort sans y apporter un quelconque diagnostic pour mieux y revenir justement quelques mois ou quelques années plus tard parce que par manque de place, et on a l'impression que personne s'occupe de ce volet-là qui est quand même important puisqu'il concerne quand même 12 millions de Français. Alors, au niveau de la psychiatrie, vous regarderez qu'au niveau des statistiques, ça a énormément augmenté. Il y a de plus en plus de personnes qui sont sujettes à des troubles psychiatriques. Et effectivement, en début d'émission, vous avez soulevé un problème qui est important, c'est le nombre de places dans des établissements psychiatriques. Donc, effectivement, les médecins, en fait, ont tendance à libérer des lits pour prendre, en fait, d'autres personnes qui sont dans un état de décompensation psychiatrique qui nécessite une hospitalisation d'urgence. Donc il y a des personnes que vous allez retrouver notamment dans les gares, dans les transports en commun, parce qu'ils souffrent en général de dromomanie. Dès qu'ils sont en pleine décompensation psychiatrique, c'est des personnes qui ont besoin de voyager, qui ont besoin de prendre des transports. Généralement, ces personnes, vous les retrouverez, comme je disais, soit en gare, soit dans les transports en commun en général. Est-ce que la psychiatrie va régler tous les soucis? Est-ce que l'hospitalisation permet de régler tous les soucis? Non. L'hospitalisation, elle permet simplement de remettre en place un traitement thérapeutique et puis de favoriser justement la sortie en fait de la personne et puis la resociabiliser. Ouais, la resociabiliser. Voilà. Ouais, c'est ça. Derrière, les médecins sont pas obligés entre guillemets d'avoir un suivi plus contraint. La contrainte en fait, elle provient de la préfecture et une fois que la mesure de contrainte est levée sur décision médicale, le patient est laissé libre de poursuivre les soins ou de ne pas les poursuivre. Alors, avant que Besma et Dounia puissent éventuellement vous interroger, Rosa, merci d'être avec nous. Vous êtes juriste, je le rappelle, en direct sur France Maghreb 2. Est-ce qu'on peut parler aussi de la contention? Est-ce que c'est autorisé, le fait d'attacher les gens dans ce genre de milieu? C'est ça, la contention est autorisée, mais elle est réglementée. Je pourrais pas vous donner en détail les conditions spécifiques, mais vous les retrouverez sur le site de la Haute Autorité de Santé. Où c'est mentionné clairement. Après, ce qui se fait très régulièrement en ce moment, c'est que vous avez un contrôle qui est opéré par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, et qui demande à avoir accès à ces livres de la loi, qui sont des livres en fait qui sont dans les établissements de santé, dans lesquels c'est ça, un registre. Enfin, ils appellent ça le livre de la loi, mais c'est un registre qui mentionne la date d'admission, les certificats médicaux, les maintiens, parce que généralement quand on admet une personne, elle est admise dans un premier temps un mois. Durant ce mois, il y a pas mal d'actes de procédure qui sont mis en place, et puis soit elle est prorogée, donc on prend un arrêté de maintien de 3 mois, puis ainsi de suite si l'état de santé de la personne nécessite le maintien de la mesure. Après c'est 6 mois, avec un contrôle du juge. Du coup, je voudrais juste, si je peux me permettre, de poser une petite question. Tout à l'heure, vous avez parlé de la contrainte et de la préfecture. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer quel est le rôle de la préfecture justement dans ces mesures assez contraignantes d'hospitalisation d'office? En quoi la préfecture intervient? Je sais qu'il y a aussi l'ARS qui intervient également dans ces mesures de contrainte qui sont mises en place. Est-ce que vous pourriez c'est l'agence régionale de santé, exactement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment ça se passe entre ces deux personnages et comment naît, on va dire, cette mesure de contrainte? Ok. Alors je vais reprendre du début. Alors les soins sous contrainte, en fait, il y a le principe. Le principe, c'est la liberté de soins. C'est-à-dire que si la personne elle consent aux soins, il n'y a pas de mesure de contrainte. Si elle ne donne pas son consentement pour les soins, vous avez 2 types de contraintes. Ce qu'on appelle les SVDE, sur décision du directeur d'établissement, qui repose sur 3 fondements
du Code de la santé publique aux articles L3212 et suivants du Code de la santé publique. Et là, c'est le directeur de l'établissement de santé qui s'occupe de la mesure, c'est-à-dire certificat médical qui mentionne donc les troubles mentaux et la dangerosité qui est fait par un médecin qui n'exerce pas dans l'établissement d'accueil parce que sinon c'est une condition de vice de procédure. Donc il faut que ce soit impérativement un médecin qui n'exerce pas dans l'établissement d'accueil. Et la deuxième condition pour tout ce qui est SDDE, donc sur décision du directeur d'établissement, c'est une dangerosité pour lui-même. Le préfet, donc ce qu'on appelle SDRE, sur décision du représentant de l'État, n'intervient que des réceptions d'un certificat médical qui fait mention de 2 conditions cumulatives. La première étant des troubles mentaux et la deuxième étant la dangerosité pour autrui, donc un risque de trouble à l'ordre public. Donc dès que un médecin est dépêché sur un lieu et puis qui constate en fait que la personne présente des troubles mentaux, une schizophrénie paranoïde par exemple, avec une dangerosité pour autrui, donc les personnes qui sont autour et puis qui agressent les gens dans la rue par exemple, à ce moment-là le médecin fait un certificat médical et donc vous avez 2 types de mesures, soit sur décision du préfet, ce qu'on appelle un direct préfet, soit sur décision du maire. Donc, un direct préfet repose sur l'article L3213-1 du Code de la santé publique. Et donc, l'ARS réceptionne le certificat médical. Elle vérifie que les 2 conditions cumulatives, troubles mentaux et dangerosité, sont réunies. Elle procède à la rédaction de l'arrêté préfectoral. Donc, cet arrêté est généré par une application qui s'appelle PsyWeb. Et elle remplit donc l'état civil de la personne, le nom du médecin et puis les circonstances ayant amené à l'admission en soins psychiatriques. L'ARS transmet le projet d'arrêté à la préfecture et la préfecture décide de le signer ou pas. Et une fois qu'elle l'a signé, elle le renvoie à l'ARS qui le renvoie à l'établissement de santé. Juste une petite précision parce que j'ai eu à connaître ce cas. C'est une personne qui a fait une tentative de suicide par pendaison. Et à ce titre, visiblement, on prescrit un séjour en hôpital psychiatrique. Oui. Et on demande à la famille de signer. Oui. Sinon quoi? C'est le préfet qui signera. Et alors là, on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer. Et a priori, on n'a plus aucun droit ni aucun regard. Alors, dans votre espèce, en fait, le préfet n'a pas à intervenir. Pourquoi? Au début de mon propos, je vous ai expliqué qu'il y avait 2 types de procédures, SDDE et SDRE. Donc SDDE, c'est troubles mentaux. Des dangerosités pour lui-même. Pour une tentative de suicide, c'est une dangerosité pour lui-même. Normalement, le préfet n'a pas à intervenir. Si le préfet est amené à intervenir et qu'il signe et que vous avez un certificat médical qui fait état justement d'une tentative de suicide, logiquement, il n'y a pas de dangerosité pour autrui et donc c'est un vice de procédure. Ouais, je peux vous assurer, c'est ce qui s'est passé, pour le cas que je connais. Parce que comme elle contester. Parce que comme elle a expliqué très clairement, il y a 2 conditions cumulatives pour que le préfet puisse intervenir, et ces 2 conditions sont les troubles mentaux et la dangerosité. Quand il n'y a pas de dangerosité pour autrui, il peut pas normalement signer l'arrêté, et à ce moment-là, l'avocat normalement peut intervenir et contester la validité de l'arrêté. Maître Maghribi par exemple. Juste une petite question comme ça. Je sais que Dounia t'as travaillé en psy. Rosa, urgence psy, un petit peu psy. J'ai eu à y aller pour diverses raisons. Alors pas pour moi. Je vous rassure, tout va bien. Alhamdoulilah. Mais on a l'impression quand on discute avec les médecins que les médecins sont aussi malades que les patients. Alors, d'où ce silence, oui évidemment, je sais, personne s'y attendait. Non mais ça doit être. Il nous pose toujours des questions improbables, Christophe. Non mais je vous assure que moi, en ayant discuté avec quelques médecins au sujet de proches à moi, je me suis dit mais attendez, mais comment voulez-vous qu'ils soient soignés ces gens-là? Les médecins ont l'air, en tout cas ont l'air. Alors peut-être que c'est à force de fréquenter les gens, je sais pas, ou d'être dans un milieu. C'est vrai que le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale inspire de nombreuses idées reçues, de nombreux mythes et alimente de nombreux fantasmes. Et il convient de les éclaircir, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec Besma. Eh ben oui, Et Rosa, oui. Et Rosa, voilà. Donc, alors, personne ne veut répondre à ma question, non, mais on va pas pouvoir te dire oui qu'un médecin est sans doute atteint de troubles mentaux parce qu'il soigne des personnes qui sont atteintes de troubles mentaux et qu'à force de les contacter, ça finit un peu par déteindre sur lui. On peut pas te dire contre, ça. Ce que je peux rajouter, parce que là tu parles visiblement d'anciens collègues à moi, non mais ils sont un petit peu dépassés, c'est un petit peu dépassés. Le burn-out, les conditions ne sont pas réunies pour faire du travail efficace, pour avoir des prises en charge. Ils sont obligés de faire des choix. Ils sont obligés de faire des choix, de sélectionner les patients. C'est triste à dire. Il manque des lits, ce qu'on disait tout à l'heure. Et comment veux-tu travailler dans des bonnes conditions si on t'enlève tous les outils?
Et d'ailleurs, ça c'est un débat qu'on a eu juridiquement sur les deux notions de dépression et burn-out. On a voulu faire retirer la connotation de dépression au burn-out parce que on veut pas justement que cette étiquette soit collée à des personnes qui ont une fatigue au travail. On veut pas on veut pas les considérer comme des personnes dépressives parce que justement il y a cette connotation négative des troubles mentaux et du comportement. Dernier petit mot, Rosa. En vous remerciant d'avoir répondu à nos questions en tout cas. Juste pour peut-être compléter les réponses qui ont été données, ce qui pourrait expliquer peut-être le désarroi des médecins, c'est que eux en fait ne voient le patient qu'à travers un traitement thérapeutique et un protocole thérapeutique, et c'est difficile pour eux de concilier le volet thérapeutique avec le volet juridique parce que les finalités sont pas les mêmes. Donc ça pourrait éventuellement expliquer le désarroi des médecins et peut-être éventuel burn-out à la dépression. Mais la psychiatrie, c'est un domaine vaste, et d'ailleurs, il me semble que il y a l'histoire de la radicalisation qui va peut-être venir se greffer à la psychiatrie. Ah bah oui. Il y a l'histoire des femmes battues qui, comme Madame Sauvage, Jacqueline Sauvage, pourrait éventuellement invoquer l'absence de discernement et puis un trouble à un moment ou à un autre qui pourrait peut-être expliquer une hospitalisation et puis justement lui éviter une procédure pénale. Donc la psychiatrie, c'est un domaine qui est en vaste évolution, c'est un domaine qui touche à pas mal de branches du droit, pénal, liberté individuelle, liberté fondamentale, et ça mérite qu'on s'y intéresse. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, et merci d'avoir participé, d'avoir répondu à nos questions, Rosa. À très bientôt. Nous serons également tout à l'heure avec un proche d'un patient, et puis avec un patient aussi qui a connu ce milieu psychiatrique. La réalité de la psychiatrie, c'est le sujet de la spéciale du Grand Forum avec Maître Maghrebi et Dounia Taibaoui aujourd'hui sur France Maghreb 2. La spéciale du Grand Forum aujourd'hui consacrée à la réalité de la psychiatrie sur France Maghreb 2. Ce sont des jeunes entre 18 et 30 ans qu'on croise dans la rue, charmants, polis, sensibles. Ils portent en eux pourtant une souffrance, le plus souvent depuis l'enfance. Ils sont habités, comme ils le disent eux-mêmes, de fantômes intérieurs et doivent être constamment sous médicaments pour avoir le courage et la capacité de vivre. Antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères, la liste est longue. C'est peut-être d'ailleurs la liste de leurs médicaments qui en dit le plus sur leur maladie, une pathologie avec laquelle ils doivent s'accommoder au quotidien dans une société, on peut le dire, qui a tendance à stigmatiser les patients en psychiatrie. On a vite fait de vous cataloguer de fous, Maître Maghrebi, Dounia Taibaoui ici pour m'accompagner dès que quelqu'un, j'allais dire, est un petit peu présente des troubles quelconques, on a tout de suite tendance à le cataloguer. Alors ce qui va être intéressant, on a évoqué le volet juridique avec la juriste Rosa qui était notre invitée il y a quelques instants. On va rentrer maintenant dans le cœur du sujet. Tout à l'heure avec le patient, donc celui qui a vécu dans ce genre de structure psychiatrique, et on va aussi s'intéresser, parce que c'est très important aussi de parler des accompagnants, des proches qui ont affaire justement à ce milieu, qui le connaissent par cœur. Et à ce titre, nous recevons, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sur France Maghreb 2, Renaud qui est avec nous, que l'on peut présenter comme proche de patient. Bonsoir Renaud et bienvenue sur France Maghreb 2. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre exemple en tant que tel aujourd'hui sur France Maghreb 2, ce que vous pouvez nous dire sur ce que vous avez connu, ce que vous dénoncez aujourd'hui, parce qu'il y a des choses à dénoncer, d'où le titre de cette émission, la réalité de la psychiatrie. Quelle est votre réalité en tant qu'accompagnant, en tant que proche de patient, Renaud? La réalité, c'est que on n'écoute pas du tout les enfants, les maris, les ex-maris. On se fie juste à la parole du patient, et que si les enfants, maris, ex-maris sont suivis psychiatriquement parce que ils ont subi des violences, vu des choses qu'ils devaient pas voir, on n'en prend pas compte. Et on laisse dans le désarroi le plus total les parents, la famille, et les médecins, je veux dire, ne réagissent pas, ils ne réagissent que par rapport au dire des patients. Dounia Taibaoui, toi qui as eu à travailler en urgence psychiatrie, justement, les accompagnants, parce qu'ils sont souvent là d'ailleurs quand ils accompagnent, les aidants, ont beaucoup plus de questions parfois que les patients eux-mêmes, qui ne comprennent pas ce pourquoi ils sont là d'ailleurs, ou s'ils le savent, ils s'en rendent compte bien plus tard. Les accompagnants ont beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'il y a vraiment une prise en charge dans ce domaine? Alors déjà, tout ce qui est questionnement de la part des aidants, si jamais c'est une infirmière qui est confrontée à une famille, elle a pour
comment dirais-je, elle ne peut pas donner d'informations directement. Elle doit directement les orienter. Oui, elle doit les orienter vers le médecin. Ouais. Renaud a évoqué quelque chose de très intéressant. Il a évoqué un détail en disant que quand la famille était elle-même, quand les aidants étaient eux-mêmes suivis psychiatriquement, hein, Renaud, je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Que le problème. À cause des événements qui se sont produits. Oui. Enfin, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à l'hôpital, malheureusement, il y a des étiquettes qui sont mises sur les patients et sur les familles, et ce dans tous les services, que ce soit de la maternité à la chirurgie, en passant par la pédiatrie. Et malheureusement, il y a ce qu'on appelle des transmissions entre équipes, quand il y a des changements d'équipe. Et dans les dossiers, il est noté en gros, en rouge, une fois qu'on a compris qu'une famille ou un patient était suivi psychiatriquement, ou qu'il y avait ne serait-ce qu'une once de traces dans un dossier médical informatisé des antécédents évoquant la psychiatrie, on marque en gros psy, qui veut dire entre collègues, peu importe ce que le patient vous dira, peu importe ses plaintes, à ne pas prendre entre guillemets au sérieux. Et c'est triste, mais c'est la réalité. Par exemple, je prends le cas de services de chirurgie où on peut avoir un patient qui se plaint de douleur, donc on va tout mettre en œuvre, on va poser les perfusions antalgiques à heure fixe, on va donner tous les antalgiques Péros, par voie orale à heure fixe, on va tout faire, on va évaluer la douleur, etc. Et malgré ça, le patient va sonner assez régulièrement. Je vous donne un exemple, juste pour illustrer un petit peu ce que vous disiez. Malheureusement, c'est un patient qui va être étiqueté psy, donc on va pas prendre en compte sa demande, malheureusement. Et on risque de passer à côté de quelque chose. Mais c'est vrai que toutes les familles étiquetées comme étant psy, ou les patients étiquetés comme étant psy, ne sont pas pris au sérieux et ne sont pas écoutés. Vous confirmez, Renaud ? Oui, mais le problème, c'est aussi que parfois les enfants ont besoin de voir des psychologues ou des psychiatres, surtout des psychiatres suite aux événements qu'ils ont vus et qu'ils ont subis, même qu'ils ont décrits par écrit aux médecins scolaires, à des psychiatres. Et le médecin, de toute façon, moi j'en ai vu un dans un hôpital sur la région parisienne. Le psychiatre de mon ex-épouse a expliqué à un enfant de 10 ans ce que c'était un suicide, comme ça, de but en blanc, sans prendre de gants. Du coup, moi, j'aurais une question. Est-ce que vous pensez que si un jour il y avait des réformes qui devaient être mises en place, ce serait bien que pour toutes les personnes qui vont être hospitalisées en soins psychiatriques, on mette en place, par exemple, pour les enfants, une obligation de suivi ou la possibilité de pouvoir avoir un rendez-vous avec un psychologue, voilà, pour réussir à comprendre ce qui s'est passé et à vivre ce qui s'est passé. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une bonne chose? Ce serait une très bonne chose, et aussi écouter les enfants. Parce que les enfants ont vécu des choses. Tout à fait. Parce que là, il dit quelque chose il a dit deux choses que j'ai trouvées extrêmement fortes et importantes. Il disait qu'on les laissait dans le désarroi et qu'on ne les entendait pas. Et ça, c'est un problème qu'on rencontre trop souvent dans le milieu psychiatrique en ce qui concerne les proches, parce que trop souvent, le milieu médical va se cacher derrière le secret médical. Ils vont dire, moi, je peux pas vous donner des informations, vous êtes pas la personne de confiance, je peux pas parler avec vous, je n'ai rien à vous dire. Et on les laisse dans leur angoisse. Donc déjà qu'ils sont angoissés parce qu'ils viennent de vivre quelque chose qui est assez douloureux, parce qu'une personne qui fait une tentative de suicide quand c'est un proche, c'est déjà très difficile. Mais qu'en plus on se retrouve sans information. Moi, si j'ai un point à dénoncer juridiquement, ça va être celui-là, parce que opposer à des proches le secret médical quand ils sont dans une situation de détresse, quand il s'agit d'enfants ou de mari, je trouve ça inadmissible. Il faudrait, je sais pas, mettre en place peut-être une loi ou quelque chose pour que il y ait des exceptions qui soient mises en place lorsque on n'est pas la personne de confiance. Mais il me semble. Mais j'étais la personne de confiance. Je me permets Je me permets de rebondir, Renaud. Il me semble que vous aviez mis plus l'accent sur le fait que, en fait, vous en tant que famille, étant touché par ce qui arrivait à votre femme, ou enfin la personne concernée par la psychiatrie directement, il me semblait qu'en fait l'idée c'était que vous souhaitiez être aussi accompagné psychologiquement. C'est ça. Enfin, oui. D'accord. Oui. D'accord. Mais il me semble. On est totalement. Vous êtes livré à vous-même. Oui, j'ai compris. Oui. D'accord. On est totalement laissé à l'abandon. C'est vrai. On nous dit voilà, et ils coupent le lien avec la famille volontairement, avec les enfants.
C'est vrai, le système est très mal fait malheureusement. Oui, il y a des comment dirais-je, il y a un certain nombre de patients dans les services et par patient il y a un dossier et en fait pour les médecins et pour le personnel, le patient c'est celui qui a son nom inscrit sur le dossier, celui à qui on va distribuer les médicaments, celui qui est sur le qui est enregistré informatiquement et la famille, c'est vrai que tout ce qui se passe autour puis en plus c'est vrai c'est pas une raison mais ils sont quand même en sous-effectif, ils sont dépassés, ils ont peu de moyens et c'est ce qu'on disait, c'est le parent pauvre en termes de dotation budgétaire. Donc ça n'aide pas, Renaud, est-ce que vous pouvez nous raconter avec vos mots ce que la personne, on a bien compris qu'il s'agissait de votre ex-femme puisque vous l'avez dit vous-même. Comment ça s'est passé son séjour en psychiatrie? Combien de temps il a duré? Comment il s'est passé? Est-ce qu'elle a sorti? Alors on a fait plusieurs séjours pour les mêmes raisons. Je dirais que le séjour le pire, c'est vous appelez, on vous dit une fois va bien, le lendemain on vous dit vous avez pas à savoir, et ils prennent des décisions pour vous, parce qu'il y a quand même je dirais la vie courante qui continue. Après on vous dit vous avez pas le droit de la voir. Après tout d'un coup du jour au lendemain vous avez le droit à une permission pour la voir. Après on vous la retire. Et une des dernières fois, 24 heures avant sa sortie, parce qu'ils ont programmé une sortie comme ça en urgence, on vous appelle en disant venez la prendre. Oui, on sait pas dans quelles conditions, on vous prépare pas. Justement parce que quand on sort d'un milieu psychiatrique, il faut quand même un minimum de réadaptation, non, j'imagine. Les sorties ne sont jamais prévues à l'avance. Je vais te dire pourquoi, Christophe, parce que dans les hôpitaux, on a besoin de lits. Souvent, on a des urgences et on a besoin de lits. Et pour des questions de lits, on sort les gens comme ça sans. Non, écoute-moi. On a besoin de lits. On a besoin de lits. On peut avoir une urgence psychiatrique, vraiment urgence plus. D'accord. Et qu'est-ce qu'il va faire le médecin? Il va enchaîner son tour dans le service pour voir sur les personnes qu'il a sous la main, les patients qui sont présents c'est triste à dire mais c'est comme ça que ça marche, les personnes qu'il a présentes dans le service, les patients, lequel de tous les patients va un petit peu mieux, lequel c'est un peu plus équilibré, lequel c'est un peu moins grave. Voilà, et voilà, et c'est pour ça que rien n'est préparé à l'avance. Ce qui signifie que normalement une hospitalisation doit être médicalement justifiée, mais la levée de l'hospitalisation doit également être médicalement justifiée. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, une fois de plus, à cause des budgets, à cause de l'argent et à cause du nombre de lits. Renaud, comment va votre ex-femme aujourd'hui? Elle est retournée en hôpital psychiatrique suite à une nouvelle tentative. Donc on a l'impression que finalement on nous soigne pas quand on y rentre, c'est parti pour un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux dans le sens où moi je l'ai connue, après elle a pris son indépendance, on a pris chacun notre indépendance. Oui. Mais quand elle sort d'un hôpital ou d'une clinique privée, c'est la même chose. Elle sort avec une liste de médicaments. Oui. Qu'elle doit prendre, on sait pas ce que c'est, on sait pas la dangerosité des médicaments, et elle arrive dans un foyer avec des enfants qui ont été blessés, ou un mari qui a été blessé, ou des proches, je veux dire pas mon cas personnel, mais parce que j'en connais d'autres qui sont dans le même cas que moi, et on vous la laisse. Par contre, il y a quelque chose qui m'intrigue, parce que vous parlez beaucoup d'hospitalisation et vous parlez beaucoup de traitements médicamenteux, mais est-ce qu'on ne lui a pas proposé d'autres alternatives, telles que des psychothérapies, des thérapies corporelles, de la relaxation, je ne sais pas moi, des contrôles respiratoires, utiliser la réalité virtuelle pour de l'imagination, enfin voilà, des thérapies comportementales. Pour vous aussi, ça aurait été intéressant, mais pour elle, dans un premier temps, parce que j'entends parler que de médicaments et d'hospitalisation. Vous n'avez aucune information par rapport à ça? Aucune information. On sort, elle a son compte rendu qui est privé, donc moi j'ai pas le droit de le lire parce que c'est le secret médical. Voilà, une fois de plus, c'est ça. Et après, moi je sais que j'ai suivi, parce que il y a une tentative qui a été très 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 violente, moi j'ai suivi le MDR, qui est quelque chose de très bien. Qu'est-ce que le MDR, rappelez-nous? C'est un système qui permet, c'est une sorte d'hypnose pour les chocs post-traumatiques. D'accord, ouais. Et c'est très bien, ça fonctionne très bien, heureusement. Mais nous, on vous laisse la personne, on vous dit elle a tel médicament, elle va aller chercher à la pharmacie,
et elle prend ce qu'elle veut. Alors que normalement, juridiquement quand même, il y a ce qu'on appelle le droit à l'information. Il y a une obligation qui pèse sur les épaules du médecin, qui est l'obligation d'information en ce qui concerne les soins, en ce qui concerne les médicaments qu'on prescrit. Et cette obligation juridique est quand même prévue par le Code de la santé publique depuis la loi du 4 mars 2002, connaît une seule exception, et cette exception concerne les malades psychiatriques. Ce qui est quand même grave, parce qu'on considère que du fait qu'il y ait un trouble mental, eh ben les personnes n'ont pas le discernement ou la lucidité suffisante pour comprendre les soins qu'on leur prodigue et le traitement qu'on est en train de leur prescrire. Et du fait du secret médical, eh bien on ne donne pas les informations aux proches qui sont là normalement pour les aider à prendre le traitement, pour les aider à mettre en place, ne serait-ce que par exemple le programme de soins psychiatriques qui peut permettre la levée de l'hospitalisation avec un suivi à l'extérieur. Mais comme il les laisse complètement à l'extérieur de tout ça, bah c'est assez compliqué de pouvoir aider le malade à pour reprendre le terme qui a été pris par Rosa tout à l'heure, pour réussir à mettre en place la resociabilité et faire en sorte qu'ils puissent récupérer une vie plutôt normale à leur sortie d'hospitalisation. Renaud, j'ai 2 questions à vous poser. La première, est-ce que quand vous avez rencontré votre ex-femme, donc elle allait bien, elle se portait bien, elle était psychiquement bien dans sa tête? À notre rencontre, oui. Et comment expliquer, parce que c'est vrai que nous, un peu le grand public, qui sommes un peu loin de cette réalité-là, comment expliquer qu'elle en soit tombée dans cette spirale aujourd'hui, qui aura des conséquences certainement jusqu'à la fin de sa vie, si j'ai bien compris? On n'a pas d'explication. C'est un choc quand même, non? Il y a eu quelque chose qui s'est passé pour que l'on arrive à par exemple faire une tentative de suicide. Il y a quelque chose, un choc, il y a un mal-être. Sûrement, mais aucun médecin nous a expliqué, ni à ses enfants qu'un enfant qui est majeur, ni on n'a pas d'explication. Et vous avez pas su le détecter? C'est pas un reproche, hein, c'est juste une question. Est-ce que vous avez pas su détecter chez votre ex-femme à l'époque, peut-être que quand ça a commencé, en tout cas vous étiez encore mariés, est-ce que vous avez pas su détecter justement un changement de comportement, une espèce de revirement ou d'isolement? Pas spécialement. Ouais. Tu sais, la dépression, non, mais je prends l'exemple de la dépression, ça peut être basiques, invisible. Hein. Ouais. Et puis c'est la première cause de mal-être dans le monde. Et ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux médecins traitants, qui prescrivent des fois, il suffit que la personne se plaint d'insomnie ou enfin voilà, et ça commence par des prescriptions de neuroleptiques juste pour dormir, pour aider. On prend un demi ou un quart ou j'en sais rien. Ouais, la personne, non mais j'en viens. La personne, elle s'accoutume et il faut savoir qu'il y a des traitements neuroleptiques pour lesquels il y a une levée d'inhibition. Quand par exemple ils en prennent plus, ou alors au bout du 10e jour, ils ont des pensées suicidaires, des idées noires, etc. Et ça aussi, ça peut être une des causes, des causes de... Et le problème, c'est un peu ce que, pour rebondir sur ta dernière phrase, Christophe, de tout à l'heure, c'est que, et c'est ce que tu disais aussi, c'est que lorsqu'on est touché de près ou de loin au milieu psychiatrique, que ce soit par un traitement médicamenteux ou une hospitalisation, c'est marqué en rouge dans le dossier médical. Exactement. Et nous, on a fait des pieds et des mains, quand je dis nous, c'est plusieurs avocats qui luttent justement pour ça, pour faire en sorte que ces mentions soient cachées du dossier médical, ou voire même lorsque c'est des hospitalisations qui sont abusives, ou des mentions qui sont abusives pour des personnes qui ont juste fait des passages aux urgences psychiatriques, c'est impossible. C'est impossible juridiquement de faire retirer une mention du dossier médical, même lorsqu'une personne a fait un passage aux urgences psychiatriques de façon abusive. C'est impossible. Tu peux pas, Besma. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, même si on enlève la mention, oui, antécédent psy, état délirant, ce que tu veux, on est obligé d'avoir les traitements. Les traitements que la personne, les traitements pour. Oui, mais par exemple, dans l'exemple d'une personne qui a fait un passage aux urgences psychiatriques, on se rend compte aux urgences qu'en réalité elle a rien à faire là et que c'est indiqué dans son dossier médical, parce qu'elle va bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire dans l'établissement. Et ben le jour où elle va être au service gastro ou au service, un autre service, ils vont voir qu'il y a eu un passage aux urgences psy. Elle va venir et elle va dire voilà, j'ai mal à la tête ou j'ai mal au ventre, c'est tout de suite psy, elle sera pas prise en charge correctement. Alors Renaud, ce qui est intéressant d'écouter dans son témoignage, en tant que proche de patients en milieu psychiatrique, c'est qu'on a l'impression finalement quand on y rentre, on n'est pas là pour nous soigner, on est là simplement pour essayer de trouver le meilleur traitement qui va, j'allais dire... équilibré. Ouais, même pas équilibré, dans une durée déterminée, calmer un peu la crise, au risque de se revoir un de ces quatre parce que vous allez être de nouveau en crise et que là, on va pouvoir vous réaccueillir dans une structure. C'est vraiment dramatique ce que j'entends quand même. Renaud, ça fait peur.
Oui, c'est ça. Et moi, j'ai lu sur un compte rendu parce que je suis, quand elle a refait une tentative, les pompiers m'ont appelé, j'ai lu, c'était bien marqué, récidive possible. Ouais. Donc on affiche la couleur en plus. Récidive possible. Avec une personne en récidive possible. Et en parlant de laisser sortir, moi je sais que dans dans le 3e ou 4e hôpital, à 16h de l'après-midi, on lui a dit maintenant vous sortez de votre chambre, et elle m'a attendu jusqu'à 19h dans le hall. C'est violent. Et je n'ai vu aucun aide-soignant, aucun infirmier, parce que le problème, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ils sont en sous-effectif, et aucun psychiatre. Donc elle attendait dans le hall depuis 4 heures. C'est quand même dramatique d'entendre ça, parce que quand évidemment on va chercher une patiente qui sort d'un séjour psychiatrique, il faut qu'on voie quand même un minimum un professionnel qui nous indique quelles sont les attitudes à avoir, ou comment faire pour surveiller sa prise de médicaments. Enfin, tout ça, Renaud, il a été laissé dans le vent, quoi, dans un. Vrai à lui-même, oui. Non mais c'est dramatique d'entendre des choses pareilles. C'est dramatique. Et je connais plusieurs personnes qui sont exactement dans le même cas. C'est une réalité. Ouais. C'est une réalité du voilà. La question aussi qu'on peut se poser, parce que vous parliez tout à l'heure de vos enfants, Renaud. Comment vont vos enfants? Parce que vous disiez tout à l'heure la brutalité avec laquelle le médecin a expliqué à votre enfant de 10 ans ce qu'était une tentative de suicide en parlant de sa maman. Comment vont ces enfants? Parce que ça peut avoir des conséquences, ça aussi. Bah, les deux sont suivis par un psychiatre. Un pédopsychiatre? Un pédopsychiatre pour le plus petit, spécialisé dans les adolescents parce qu'il a vécu beaucoup de choses, et un psychiatre pour la personne, ma fille qui est majeure. Merci en tout cas Renaud d'avoir apporté votre témoignage. Il était important à écouter, à entendre sur France Maghreb 2 dans cette spéciale. Merci beaucoup, à très bientôt, et bon courage pour la suite, bien entendu. C'est absolument délirant ce qu'on a pu entendre. C'est la réalité. C'est une réalité. Ouais, ça fait flipper, parce que ça veut dire que d'où justement le terme la médecine oubliée, le parent pauvre, c'est vraiment dramatique. C'est ça. Et en fait, moi j'ai l'impression que au niveau du monde psychiatrique, il y a deux catégories de patients ou de malades. Il y a le malade qu'on va essayer de soigner dans l'urgence pour essayer de le stabiliser, pour le faire sortir au plus vite. Et on a en même temps le malade qui est tellement atteint tellement atteint au niveau psychiatrique, que du coup on va le mettre un petit peu dans cet endroit-là, parce que on n'a pas d'autres structures qui soient mieux adaptées pour le prendre en charge. Et ça aussi, je trouve que c'est extrêmement grave, parce que il y a des personnes qui devraient être dans des établissements médico-sociaux spécialisés dans la prise en charge de leur pathologie, et ils se retrouvent hospitalisés en soins psychiatriques alors qu'ils n'ont absolument rien à faire là. Et puis j'ajouterais, les hospitalisations ne sont pas toujours nécessaires. Oui. On peut très bien avoir un suivi en ville. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui n'ont rien à faire en hospi, qui sont hospitalisées, et qu'est-ce qui se passe? Elles sont enfermées, elles perdent leurs emplois, elles perdent leur logement, elles prennent du poids parce qu'à cause des médicaments elles sont complètement désociabilisées. Elles perdent leur dignité, il y a une fracture avec les familles, sans parler de la stigmatisation qu'elles doivent affronter à leur sortie. C'est un effet boule de neige. Oui, complètement. Et d'ailleurs là, ce dont tu parles, c'est juridiquement c'est envisageable par ce qu'on appelle le programme de soins psychiatriques. Une personne qui va faire par exemple un passage en hospitalisation, on peut lever l'hospitalisation à la condition qu'il y ait un suivi qui soit mis en place dans un CMP auprès d'un psychologue ou autre, et si jamais elle ne respecte pas ses soins, et bien dans ce cas-là on la réhospitalise automatiquement. En sachant, excuse-moi Christophe, s'il te plaît, juste une phrase. Je vais t'hospitaliser toi si tu continues. Juste une phrase. C'est super important ce que je vais dire, parce que attends, je suis quand même ancienne infirmière. Non, s'il te plaît, rapidement. Bah oui, mais on va te couper sinon. Ok, vas-y. Ouais, s'il te plaît. Et puis un peu de teasing, quoi. C'est super important ce que Dunia Tebbaoui a à vous dire. Restez avec nous. C'est la spéciale du Grand Forum consacrée à la réalité de la psychiatrie. Et on sera dans la réalité justement avec un patient qui sera avec nous dans un instant. À tout de suite. La réalité de la psychiatrie, c'est le titre de cette spéciale, avec pour m'accompagner depuis 16h Besma Maghrebi, maître Besma Maghrebi, ainsi que Dunia Tebbaoui, ici présente. On a évoqué le volet juridique dans un premier temps avec Rosa, la juriste. Nous avons parlé de l'accompagnement des personnes, de patients, les aidants, avec Renaud il y a quelques instants, et une auditrice qui nous a appelé spontanément, qu'on va accueillir à l'antenne en direct. Elle s'appelle Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Christophe. Bonsoir, soyez la bienvenue. Alors vous me disiez hors antenne avoir connu le milieu psychiatrique, vous y avez été en tant que patiente. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous Isabelle? Moi je suis encore suivie, j'ai fait une dépression. Oui, quel type de dépression Isabelle?
moi, c'était de l'angoisse. Bon, moi, le décès de ma fille, le travail, et puis tout ce qui arrivait dans la famille. Hein. Et vous êtes retrouvé en structure psychiatrique? Ouais, j'étais en urgence, c'est ma fille qui a appelé les pompiers. J'ai tout sorti de la maison, le linge, tout. Oh, j'ai pété un câble. Hein. Bon, c'est pas de ma faute. Hein. On est évidemment pas là pour dire si c'est évidemment que c'est pas de votre faute, bien entendu. Dunia? Non, je pose une question à Isabelle. Je vous dire honnêtement, ma fille, elle a appelé les pompiers, ils m'ont emmené directement à Béclair, à l'hôpital de chez nous, à Clamart. Ouais. Je suis resté longtemps sur le chariot jusqu'à 5h du matin, mais j'ai vu un psychiatre de l'hôpital. Ouais. Les urgences psychiatriques, effectivement. Aux urgences psychiatriques, ce sont des urgences. Après, ils m'ont envoyé à l'hôpital Giraud, à Clamart. Et moi, je suis bien suivie. Moi, ils m'ont des traitements, des médicaments, mais on sort pas comme ça. Hein. Comme j'ai entendu des personnes tout à l'heure, non. Mais pardonnez-moi, j'ai une question à vous poser. Vous êtes resté 5 heures sur un brancard dans le premier hôpital, aux urgences? Oui, en urgence, ouais. D'accord. Et vous n'avez pas eu de suivi psychiatrique avant une orientation dans un deuxième établissement? Comment ça s'est passé? J'attends le psychiatre de l'hôpital. D'accord. C'était des urgences psychiatriques ou c'était des urgences classiques? Non, j'attendais le psychiatre qu'elle arrive, elle n'était pas là avant 5h du matin. Mais ce que je veux dire, c'est que vous étiez elle était dans un établissement aux urgences normales. Je pense que c'est normal. Le psychiatre du service. Parce qu'elle n'aurait pas attendu 5 heures. Et vous avez fait un séjour psychiatrique, Isabelle, ou vous en êtes sorti des urgences? Non, c'est un hôpital normal, hein. D'accord. C'est les pompiers qui m'emmènent dans cet hôpital parce que nous, on dépend de l'hôpital Béclair. D'accord. Et du coup, c'est le même problème, hein. C'est celui qu'on évoquait tout à l'heure. Dans un hôpital classique, et quand on n'est pas dans un service spécialisé, il n'y a pas de médecin, donc on attend 5 heures. J'ai chopé une bactérie, je te raconte. Ouais. Bon courage Isabelle et merci de votre appel. Ils m'ont emmené directement à l'hôpital psychiatrique. Ah, vous avez fait un séjour de 3 semaines, voilà. 3 semaines, d'accord. Ils ont négocié un lit. D'accord. Et comment ça s'est passé? Est-ce que vous vous souvenez de à part la prise de médicaments? 3 semaines. On vous a administré, je suppose, un traitement, des médicaments? Ah oui, je les ai encore, moi je les prends tous les mois. Hein. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous faire un bref résumé de vos observations par rapport à votre séjour? Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements que vous avez remarqués, que vous avez vécu? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en évidence par rapport à votre hospitalisation? Qu'est-ce qui a été marquant pendant votre hospitalisation? Ça, c'est une vraie question de journaliste. Ah oui, fais gaffe. Ils ont des réunions entre eux, les médecins, mais bon, ça ils nous disent pas, mais on ne sort pas sans voir le médecin, on est sorti de la psychiatrie. Hein. Moi, je suis pas sorti sans rien. Hein. Bon, vous êtes sorti dans le cadre d'un programme de soins? J'avais mes soins, j'avais mon ordonnance, j'avais le papier de sortir, comme quoi je pouvais sortir. J'ai même eu des permanences les week-ends. D'accord. J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que pendant votre séjour, mis à part les médicaments, est-ce que vous avez pu bénéficier d'ateliers ou d'activités avec d'autres patients? Ah oui, j'ai fait des activités là-bas à l'hôpital. Hein. Ok. Si, il y a une salle de musculation. J'ai même un thérapeute qui me soigne et tout, moi. Ah oui. Parfait. Moi, j'ai un médecin spécial pour mon enfant que j'ai perdu. D'accord. Pour faire le deuil. La NDR qu'on appelle. Ah, c'est lourd quand même, Émilie. Merci Isabelle et merci de votre appel en tout cas parce qu'on sait que c'est. Bon courage. Merci. Et bonne fête de Noël. Hein. Merci fête de fin d'année à vous tous. Merci beaucoup. Alors il y a aussi Mina qui nous a appelé au standard avant qu'on accueille aussi notre patient Ryan dans un instant. Mina qui nous dit être concernée par ce sujet, en train d'écouter cette spéciale du Grand Forum aujourd'hui sur France Maghreb 2 et nous dit que sa fille, ça fait 18 ans qu'elle a affaire à ce type de structure psychiatrique. Bonsoir Mina. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet. C'est important parce que j'ai 65 ans, ma fille a 40 ans maintenant, ça fait 18 ans. Et justement, cette histoire d'être bien reçue par un psychiatre ou reçue comme ça, j'ai un élément très important à vous dire. Elle est chez nous. Elle prend les médicaments, mais de temps en temps, elle va à Sainte-Anne. Mais il y a des moments où elle divague, par exemple, dans la rue, alors que quand vous la voyez physiquement, ça se voit qu'elle est handicapée, mais moralement, quand elle discute avec vous, elle est très normale, parce qu'elle est toujours sous médicaments. Mais le problème, c'est que quand elle craque, quand elle parle beaucoup, parfois, et c'est arrivé presque 2 ou 3 fois, elle était au Champ de Mars. Et je ne sais pas ce qu'elle a dit. Et les pompiers sont vite venus la prendre. Ils l'ont hospitalisée à l'hôpital Pompidou. Et nous, on n'était pas au courant. 2 jours on cherche. C'est elle, quand elle s'est sentie mieux, qu'elle a appelé pour nous dire
je suis à l'hôpital et ils vont me mettre à l'hôpital Sainte-Anne. Donc moi, personnellement, mon mari n'était pas là, j'ai été la suivre. Ah ben, ils m'ont interdit de lui rendre visite, rien du tout. Ils m'ont dit, madame, vous n'avez pas le droit de voir votre fille. Je lui ai dit, mais écoutez, elle est malade, elle est suivie en psychiatrie. Vous l'avez pris comme ça, j'aimerais bien savoir son état. Alors, ils m'ont dit, même les affaires, on vous donne ni ces affaires, ni rien du tout. Et après, vous venez, on vous dira quand est-ce que vous venez la voir. Donc, après 4 ou 5 jours, on m'a appelé et moi, je m'inquiétais beaucoup. Et quand j'ai été la voir, je vous dis pas, elle était dans une seule chambre, derrière une fenêtre, elle se parlait toute seule, alors que ma fille, quand elle a quitté la maison, elle était tout à fait normale. Pourquoi? Parce que justement, ce que j'ai entendu dire par vos témoins, quand ils rentrent comme ça, vu le nombre qu'ils ont, quand ils voient la personne qu'elle est déjà sous médicaments et elle a craqué, eh bien, il assomme encore plus de médicaments, ce qui fait, vous reconnaissez même plus votre enfant. Et même le psychiatre, quand vous voulez lui parler, il vous dit, non madame, on va vous inviter à venir, il y aura, je ne sais pas comment ils appellent ça, c'est comme un jury. Vous voyez, il y a le psychiatre principal, il y a d'autres psychiatres. Il y a des internes qui travaillent avec eux. Excusez-moi, je suis excitée parce que je souffre de ce on problème. comprend tout à fait. C'est toujours le drame, c'est que les parents, je vais vous dire, elle est devenue déjà, elle n'est pas agressive, mais c'est quand elle me contredit parce que je suis une femme comme elle. Donc, ce qui fait, mon mari l'a pris sur curatelle, les choses se compliquent encore plus. Parce que elle ne peut pas changer de psychiatre et quand elle change quand elle va chez le psychiatre, c'est le psychiatre qui décide. Donc on renouvelle que les médicaments. Mais nous, notre angoisse, quand on va partir, qui va s'occuper d'elle? Et ils nous disent c'est comme ça. Bon, alors ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est une maman, c'est. Ouais. Je m'excuse, je me défends. Non, je vous en prie, C'est Mina. un sujet. Merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet parce qu'on l'entend rarement. Je vous en prie, oui. C'est vrai, vous avez raison. Ce qui se passe, c'est, par rapport à l'hospitalisation de sa fille, c'est vrai qu'il y a des protocoles dans les services. Elle parlait Mina, vous parliez d'un événement qui s'était passé au Champ de Mars. Vous n'en saviez pas plus, mais ça a été l'élément déclencheur de l'hospitalisation de votre fille via les pompiers. Ce qui se passe, c'est qu'elle a dû décompenser en fait. Elle a dû avoir une crise de décompensation dans la rue, dans la voie publique. Et par rapport à ça, parce que vous disiez que vous ne l'aviez pas reconnue quand vous êtes allé la voir à l'hôpital, qu'elle parlait toute seule, etc. Vous ne l'avez pas reconnue, je pense, parce qu'on a dû lui adapter un traitement par rapport à la crise qu'elle a eue précédemment dans la voie publique. Et il y a des protocoles dans les services dans lesquels, malheureusement, quand on a des situations comme ça, des patients qui entrent suite à une décompensation, à une crise dans la voie publique, on peut pas laisser entrer les familles dans les 72 premières heures, par exemple. D'accord. Donc c'est vrai qu'on l'explique pas aux familles. Excusez-moi, je profite puisque vous êtes là. Il y a un autre élément à vraiment soulever au niveau des psychiatries. C'est-à-dire, à long terme, vous avez les mêmes médicaments, ils renouvellent un peu le traitement, mais l'enfant commence à rejeter, à refuser le traitement en se disant, je suis pas folle, je veux pas prendre le médicament. Le médicament, d'ailleurs, ça lui complique encore. Nous, on la suit. On a peur quand elle ne prend pas le médicament. Mais même, pardon, je termine mon problème, c'est que le même psychiatre qui la voit, c'est selon un protocole et des rendez-vous. Vous voyez? Oui, mais c'est pour ça que je pense ça. Si tu confirmeras, parce que moi je suis pas une professionnelle de la santé, mais normalement, ce qui est prévu, c'est non, je suis une professionnelle du droit, mais normalement, oui, droit de la santé, mais c'est pas pareil. Mais du coup, je pense que normalement, ce qui est prévu pour ce qu'on appelle les maladies chroniques, les personnes qui sont prises en charge sur le long terme et donc ont un traitement médicamenteux, c'est qu'il y a un suivi qui soit mis en place, un suivi psychologique. Donc pour éviter justement qu'au moment où elles prennent leur traitement, il n'y a pas un suivi psychologique. Donc là, c'est encore une défaillance. C'est une défaillance qui n'est pas normale. J'ai un fils aîné, justement, il a soulevé ce problème. Il m'a dit, mais maman, on peut pas la laisser que devant un psychiatre qui lui donne que les médicaments. Donc il a payé pour elle un psychanalyste.
qui l'écoute, c'est pas un psychologue. Un psychanalyste qui l'écoute. Non, mais le coût du psychologue pour. C'est voilà, c'est ça. C'est le problème. Merci. Et là, moi, juste. Merci beaucoup. Je m'excuse, je suis pas la seule. Merci à vous, madame. Et justement, moi, j'ai envie de rebondir sur ce qu'elle a dit, parce que là encore, elle a fait ressortir un sentiment qu'on a ressenti chez Renaud, c'est le désarroi, la solitude et l'absence d'écoute. Et ça, c'est vraiment un problème qu'on rencontre trop souvent pour les proches de malades, c'est qu'on les laisse dans leur solitude, dans leur désarroi, et ça c'est vraiment pas normal. Il faut qu'on arrive à trouver une solution au niveau juridique pour régler ce problème, parce que ça arrive même que ces membres que ces familles qu'on laisse dans le désarroi deviennent de futurs malades psychiatriques aussi. Tout à fait, et j'ajouterais dans ce que Renaud et de ce que Mina évoquait, il y a un très gros manque d'informations, parce que c'est hyper dommage. Il y a des CMP qui existent pour des suivis en ville, en ambulatoire. Moi j'étais en CM1, les centres médico-psychologiques. C'est pour un suivi en ville, en ambulatoire. Donc la personne va à sa consultation, elle voit un professionnel de santé, elle vide son sac si elle a envie de vider son sac, elle évoque ses problèmes si elle a besoin d'aide. C'est un centre où il y a des assistants sociaux, il y a du personnel paramédical, il y a des médecins, il y a une équipe pluridisciplinaire qui travaille ensemble. Mais ils ont pas de place aussi très souvent, il y a le manque de place, il y a les listes d'attente qui sont très longues. Alors il y a ça, il y a des associations, il y a des réseaux d'entraide. Pour avoir une place dans il y a plein de, sincèrement, il y a plein de ressources, mais souvent, des fois, après, je sais que c'est pas ce qui va tout régler, mais il y a quand même plein de ressources en France. On a la chance d'avoir pas mal de structures associatives aussi qui peuvent aider, et il y a un manque d'informations. Après, au niveau des, c'est vrai que je suis d'accord avec ce que tu dis, qu'il y a des structures, mais elles sont quand même très difficiles d'accès. Que ce soit les associations, il y a plusieurs associations qui sont là, qui aident, comme par exemple, je vais en citer qu'une, l'UNAFAM, qui fait un travail remarquable. Mais le problème, c'est que ils peuvent pas non plus ils ont pas les moyens de pouvoir prendre en charge que ce soit les malades ou les proches. Et les CMP, c'est un nombre de places qui est limité, c'est souvent sectorisé. Ils prennent quand une personne une place est prise, et elle est prise sur le long terme, donc c'est compliqué de pouvoir ouvrir la place à d'autres personnes. C'est très compliqué d'avoir une place et de pouvoir bénéficier d'un suivi dans un CMP. Mais en ce que tu disais par rapport au droit à l'information, déjà si on commençait à dire à un proche, écoutez, là elle est en train de décompenser, vous pouvez pas l'avoir pendant 72 heures parce qu'on va lui donner un traitement qui vous permettra pas de pouvoir l'avoir le temps qu'elle se stabilise, déjà au moins l'information est passée. Exactement. Le proche se calme, est patiente, il attend d'avoir des nouvelles et ça se passe bien pour tout le monde. Mais qu'on les laisse comme ça, comme ils ont dit, dans le désarroi et dans le silence total, sans information, alors qu'on est dans un pays de droit et que le droit à l'information c'est quand même un droit fondamental. Comme je disais, ça a été quand même voté par la loi du 4 mars 2002 qui est la loi qui fonde un petit peu le droit des malades. Je trouve ça qu'en 2019, c'est inadmissible qu'on ait encore des cas comme cela. Nous accueillons notre quatrième, je sais plus, invité avec nous aujourd'hui. C'est un patient, donc quelqu'un qui connaît aussi la réalité de ce milieu psychiatrique. Il s'appelle Ariane. Bonsoir Ariane. Bonsoir Christophe. On a beaucoup évoqué les différents volets de cette médecine pauvre, cette médecine oubliée, de ce parent pauvre de la médecine que vous voulez. Vous êtes directement concerné, Ryan, sans rentrer dans les détails de ce pourquoi vous y êtes entré. Vous avez fait plusieurs séjours ? Oui, j'ai fait plusieurs séjours. J'ai fait 2 fois 2 mois. 2 fois 2 mois. C'est quand même des séjours. Alors 2 mois, est-ce que c'est un séjour long ou c'est court durée ? Non. C'était 2 mois, mais 2 fois 1 mois plutôt. Ah d'accord, 2 fois 1 mois. Sans consentement, Ryan ? Avec mon consentement, bien sûr, mais ça a été plus... on va dire que c'était plus forcé qu'autre chose. J'ai été à contre-cœur en fait, à reculons. Il n'y avait pas le choix quoi, d'accord. Et on m'a pas trop donné le choix, on m'a mis un peu la pression, que ce soit du côté des médecins, de la sécu, voilà. Il y a plein de choses qui sont rentrées en ligne de compte. Et puis j'ai fait un séjour en clinique privée psychiatrique. Le premier c'était 1 mois pour soi-disant une bipolarité. Mais il s'avérait que j'étais ni bipolaire ni quoi que ce soit. C'est simplement qu'ils m'avaient donné pas le bon traitement parce qu'ils avaient une hernie discale. Et ils m'ont donné des gros traitements, c'est-à-dire comme des médicaments tramadol et tout ce qui en suit, qui me shootaient un peu. Et qui t'ont fait vomir, je suppose, tramadol. Vomir. Non, ça va, oui. Je voyais même des éléphants roses. Hein. Non, mais attendez, qu'on se reprenne là 2 secondes là. Vous écoutez la radio, vous êtes scandalisé comme moi. Une hernie discale, c'est ça ? Ouais, une hernie discale. Vous vous retrouvez dans un hôpital psychiatrique suite à une hernie discale et on vous diagnostique de la bipolarité.
Mais il y a pas un contexte. Quel est le contexte en fait d'origine parce que c'est incompréhensible quand même. De cette hospitalisation. Les douleurs à répétition, quand on a des douleurs à répétition et que le médecin ne trouve pas. Et ça, c'est un problème que je dénonce en ce qui concerne la prise en charge des maladies rares. C'est que lorsque le médecin n'ose pas dire qu'il n'est pas compétent parce qu'il n'arrive pas à poser le bon diagnostic. Ils veulent pas le dire. Il ne dira pas je ne sais pas. Il va dire qu'en face, il est malade psychiatrique. Exactement. Donc on l'envoie vers un milieu psychiatrique et on met en place une prise en charge psychiatrique parce que moi, médecin, je ne me remettrai pas en cause. J'ai des compétences médicales, mais lui, il est patient et puis il me dit qu'il a mal, c'est que forcément c'est un malade, c'est un malade. C'est une réalité, je peux le confirmer. C'est catastrophique. Ryan, alors vous étiez lucide donc de ce qui vous arrivait, vous n'avez pas compris pourquoi vous vous retrouviez dans ce genre de structure. Vous avez quand même pris les médicaments qu'on vous a donnés? Franchement, en toute honnêteté, s'il vous plaît, je vais être honnête avec vous. Je les ai pris la première semaine. Et après, je faisais semblant de les avaler, mais je les avalais pas. Parce que j'ai vu que ça me faisait pas d'effet. Pour moi, c'est que du pipeau. Moi, je vous dis clairement, c'est plus une question de client que de patient. Mais ce que je comprends pas dans votre exemple, Ryan, c'est que vous avez fait vous dites 2 séjours, un premier d'1 mois, vous en êtes sorti. Et pourquoi une deuxième alors? Parce que tout simplement, une fois que je suis sorti du premier séjour, moi, le médecin, le psychiatre que je consultais dans la clinique m'a invité à aller voir le psychiatre qui m'avait envoyé en clinique. Donc j'ai été le revoir pour lui dire que tout allait bien. Lui m'a dit j'ai pas l'impression que tu vas bien. Tu prends encore tes médicaments pour l'hernie? Bien sûr, je prends mes médicaments. Il m'a dit et ça t'assoupit? J'ai dit ça m'assoupit. Il m'a dit si t'es assoupi, il faut faire attention, tu peux décrocher rapidement. J'ai décroché dans quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Et il me dit moi je te dis, il y en a beaucoup qui sont sortis de psychiatrie. C'est pas évident d'en sortir. Il y a forcément parfois ça peut réitérer ta pathologie. J'ai fait semblant d'y croire. À force de prendre, en fait, comme je le voyais fréquemment, parce que j'étais obligé. La caisse, la sécu était sur le médecin conseil m'avait demandé que je sois consulté par un psychiatre et il voulait. Il y a un contexte professionnel, Ryan, dans tout ça? Parce que médecin conseil, du coup, il y a un contexte pro ou pas du tout? Ah oui. En fait, d'accord, je comprends mieux. Ok. Parce qu'en fait, moi, j'étais employeur à la RATP. D'accord. J'étais machiniste et puis comme on a un régime spécial, et c'est la caisse, la CCAS. Notre sécurité sociale, elle est indépendante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez perdu votre travail aujourd'hui? Eux, ils croyaient que eux, ils disaient, c'est pas une douleur qu'il a au dos, mais c'est une douleur qu'il a à la tête. Alors que j'ai des radios. Il y a des IRM qui prouvent que j'ai 2 hernies discales foraminales. Et en disant que c'est une douleur à la tête et pas une douleur au dos, ils se déchargent de leurs responsabilités et donc de la maladie professionnelle. Sachant quand on est machiniste, les douleurs au dos c'est fréquent. Exactement. Donc on fait quoi? On envoie vers le médecin psychiatre. Non mais c'est hallucinant ce qu'on entend à la radio. Alors, franchement, Ryan, votre exemple est absolument frappant. Qui dit maladie professionnelle, dit argent et dit responsabilité de la société. Exactement. Je vous fais une parenthèse. Le milieu psychiatrie. Moi, je l'ai bien, j'ai le sens de l'observation. C'est dingue. Je suis un citoyen comme tout le monde. J'ai dit, on peut pas s'en sortir quand on mélange les gens dans une clinique psychiatrique, quand on a un schizophrène et un bipolaire dans la même chambre. C'est ce que j'allais évoquer. Ça, c'est bien d'en parler, ça. Exactement, quand il y a quelqu'un qui prend, par exemple, juste des draps, qui les enroule autour du lit et qui veut se pendre, on peut pas s'en sortir, ça. C'est pas possible. C'est pas un contexte, Voilà. Et puis, il y a aussi un autre truc qui m'a heurté, mais vraiment heurté, c'est que je me suis rendu à la base, c'était juste pour une semaine d'hospitalisation, à la base, et je devais sortir au bout de 6 jours, 7 jours. Le psychiatre en clinique me dit clairement, vous êtes pas prêt pour la sortie. Je dis pourquoi? Souvent comme ça. Alors le psychiatre, je vous explique, c'est pas plus de 2 minutes par patient. Bah oui, quand ils font leur tour. C'est pas plus de 2 minutes, c'est le timing. Tu dépasses 2 minutes, ils sont pas dans la rentabilité. Ryan, aujourd'hui, vous avez toujours votre travail de machiniste ou vous êtes non, c'est fini. Malheureusement, j'ai perdu mon emploi, moi. Moi, 10 ans d'aller RATP, j'ai tout perdu, moi. Donc Ryan, ici présent en direct avec nous sur France Maghreb 2, à une hernie discale, se retrouve à faire un séjour en psychiatrie parce que
On dit que ces douleurs, c'est imaginaire à 2 reprises. Il perd son boulot. Voilà comment. J'allais dire que heureusement que Ryan à la limite est fort parce qu'il aurait pu tomber justement. Exactement. Suite à ce type d'injustice et de choc, il aurait pu tomber dans ce type de maladie. Ah bah complètement. Effectivement, ouais. Heureusement que j'avais des amis, des proches. Ils me disent t'inquiète pas, termine, fais-leur leur bilan. Ils veulent un bilan, bah donne-leur leur bilan. Bah je leur ai donné un bilan. Mais il a rien à voir avec le profil que j'ai. Merci beaucoup Ryan en tout cas d'avoir partagé votre incroyable histoire. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. On arrive malheureusement au terme de cette émission presque. En tout cas, là pour le coup, le nom de cette émission portait bien son titre. Réalité, on y était. Hein. Il a bien fait de souligner. C'est vrai qu'il y a un certain mélange de genres dans les hospices. C'est vrai. T'as des nanas qui viennent pour des dépressions postpartum, par exemple, qui vont être, elles vont partager une chambre avec une nana qui a enchaîné, par exemple, je sais pas, 5 TS, IMV, intoxication médicamenteuse volontaire, excusez-moi. Et puis au bout du couloir là-bas, il y a une chambre avec 3 personnes, et parmi les 3 personnes, il y en a un qui a poussé quelqu'un dans le métro, enfin dans les voies. Il y en a un qui a tué quelqu'un. Tout. Et puis il faut savoir où il y en a un qui était en garde à vue, qui veut lever sa garde à vue et faire un petit séjour en hôpital psy pour pas être poursuivi. Et je vais aller encore plus loin parce que là nous on est à Paris là, mais en province ce qui se passe c'est que il y a des services où il y a des adolescents qui sont mélangés qui sont dans des services adultes. Il y a eu des cas de viol. Ah oui non mais c'est la réalité. Donc les viols dans les hôpitaux, enfin dans les milieux psychiatriques, on n'en parle même pas. C'est encore un autre sujet catastrophique. En tout cas, j'avais juste un petit mot de clôture quand même parce que je voulais dire avant la pub tout à l'heure. Vas-y, oui, c'est vrai, on a oublié ça. Ah oui. Juste une chose, parce que j'étais dans ce milieu-là, dans le milieu du comment dirais-je, milieu hospitalier. J'ai côtoyé, on parle clairement de mes anciens collègues, médecins, infirmiers, etc. Il faut pas oublier quand même par rapport à tous les dysfonctionnements qu'on a pu entendre. Je précise quand même qu'il y a quand même du personnel médical et paramédical dans les services avec des qualités humaines remarquables et qui parviennent quand même à faire de l'excellent travail malgré la dureté de leur quotidien. Et ce n'est pas partout. Voilà, tout ce qu'on a évoqué, ce n'est pas partout, ce n'est pas une généralité. Même si, voilà, dans les 3/4 des cas, on se retrouve confronté à ce genre de fléau. Et voilà. Et moi j'ai envie de rebondir. J'ai envie de rebondir. Donc si jamais vous êtes personne hospitalisée ou proche de personnes hospitalisées et que vous tombez sur les médecins ou sur l'équipe médicale qui ne relève pas des compétences parfaites dont ma collègue vient de parler, sachez qu'il existe le juge des libertés et de la détention, que vous pouvez le saisir durant votre hospitalisation pour vérifier que les conditions de votre hospitalisation et notamment le certificat médical qui a conduit à la contrainte respectent bien les règles qui sont prévues par les textes. Vous avez ce droit-là, donc c'est très important que vous soyez patient ou proche de patient. Vous avez le droit de pouvoir le saisir et s'il considère que les conditions ne sont pas remplies, eh bien, il prononce immédiatement la main levée de l'hospitalisation. Merci, et je pense que nous avons bien rempli notre mission d'aujourd'hui, à savoir d'être dans cette réalité de la psychiatrie. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Non, parce qu'on parlait des enfants et hop, ça m'a fait tilt, tu sais, dans ma tête. Oui. Une petite minute, juste pour dire, parce que tu te souviens tout à l'heure, je parlais des 30 secondes. Des laboratoires pharmaceutiques. Oui. Il faut savoir que leur nouvelle cible, ce sont les enfants. Il y a eu pas mal de procès par rapport à la Ritaline. La Ritaline, qui est un médicament à base d'amphétamine, qui a un effet calmant sur les enfants agités. Ce que je voulais dire, c'était que quand la Ritaline est sortie sur le marché, il y a eu une explosion du nombre d'enfants diagnostiqués hyperactifs et ça a été sans doute une coïncidence. Le nombre de prescriptions médicales de Ritaline a augmenté de 600% entre 89 et 96 et les indications, elles étaient complètement vagues, à savoir dans les dossiers on retrouvait ne range pas ses affaires, parle sans arrêt. Voilà, c'était juste donc, pour souligner. N'hésitez pas à prendre un avocat pour vous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Il y a la réalité de la psychiatrie que nous avons évoquée depuis le début de cette émission, mais il y a la réalité aussi du mouvement syndical. La réforme de la retraite, c'est le sujet au cœur de cette manifestation en plein Paris. Nous nous y rendons puisque Philippe Boyaki pour France Maghreb 2 et le Grand Forum, il est sur place. Philippe, où en es-tu? Allô? Oui Philippe, où en es-tu dans cette manifestation? Alors raconte-nous. Bah écoute, là on est en fin de cortège, on est au 31 avenue Dominil. C'est pour te dire qu'on n'est pas à côté. La CGT a annoncé 350 000 manifestants. C'est dans une humeur incroyable, d'une générosité, des sourires.
des slogans, ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Il n'y aura pas de trêve des confiseurs, nous dit-on. La CFDT est un petit peu plus souple. Pour eux, le point de non-retour, la ligne rouge, c'est l'âge pivot, et donc ils en attendent beaucoup de la réunion de demain pour pouvoir dire aux uns et aux autres quelles sont les actions. En tout cas, pour la CGT et pour FO, pour les FSU, une chose est claire, c'est le retrait total de cette réforme qui est une injustice. Ils ont des propositions, ils vont faire au gouvernement, à lui d'entendre. Ce qu'il refuse d'entendre, c'est lui qui met les Français et les Françaises dans cette situation. Ils aimeraient tous reprendre le travail dès demain. Mais pour cela, il faut que le gouvernement montre patte blanche, si je puis dire. Et vraiment beaucoup de monde. Pour moi, il y avait plus de monde que le 5 décembre. Philippe, est-ce qu'il n'y a pas eu de problème en particulier, pas de violence? Ce que je veux vous dire, c'est que jusqu'à présent, il n'y avait aucun incident à déplorer. On nous a annoncé qu'à la place de la Nation, il y aurait quelques échauffourées. Mais ici, les gendarmes mobiles ne portent pas le casque, ne présentent pas le bouclier. Par contre, les rues adjacentes sont hermétiques. Et donc, on ne peut pas sortir, ou alors sur des barrages très filtrants. Très bien. Merci, mon Fifi. Rendez-vous demain au studio et on peut voir tes exploits sur la page Christophe Le Grand Forum et tes rencontres. L'émission de Christophe Pro, du lundi au vendredi de 16h à 18h. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Merci, mon Fifi. À demain. Excellente soirée. Ciao. Merci d'écouter France Maghreb 2. Une bonne soirée à vous. Il est 18h. Le point complet sur l'actualité, justement. C'est l'heure du journal de l'actualité. Bonsoir. Bonsoir à tous. Il n'y aura pas de trêve à Noël. Vous êtes prévenus. La direction de la SNCF dévoile ce soir son plan pour le dernier week-end avant les fêtes. Toujours autant de débrayage, mais plus de trains. Nous ferons le point. Les syndicats, eux, sont vent debout, toujours contre la réforme. En première ligne, la CGT reçue demain dans le bureau d'Édouard Philippe. Philippe Martinez nous dira ce qu'il attend de cet entretien. Et puis, si vous avez un petit budget pour Noël, pourquoi ne pas offrir des objets d'occasion? Les Français adoptent cette nouvelle tendance pour faire aussi un cadeau à notre planète. Votre train Toulouse-Paris du vendredi 20 décembre est maintenu. Vous faites peut-être partie des chanceux à avoir reçu un message de ce type de la part de la SNCF aujourd'hui. Pour les autres, pas de panique, même si seulement 53% des passagers auront leur train confirmé ce week-end du fait de la grève contre la réforme des retraites. La compagnie assure que tous les voyageurs qui ont un billet pourront arriver à destination, Marie Dompère. Oui, et autant dire que ça fait du monde. 850 000 personnes attendues dans les gares entre vendredi et dimanche, et à peu près la moitié donc dont le train est annulé. 15% d'entre elles seront replacées automatiquement dans un train qui part le même jour. La SNCF va utiliser des rames avec plus de capacité, des trains à double étage par exemple. C'est pour les 32% restants que ce sera plus compliqué. Elles devront échanger leurs billets pour un train le même jour, mais pas toujours au même prix. C'est en tout cas ce que dénoncent les voyageurs qui ont voulu déjà faire un échange. Des frais qui risquent peut-être de décourager les vacanciers de passer Noël en famille cette année. Et la mobilisation contre la réforme des retraites bat son plein. Dans les cortèges des cheminots, des enseignants, des personnels de santé, des avocats. À Toulouse, 20 000 personnes ont défilé, selon les autorités. Ils étaient 15 000 à Lille, 9 000 à Grenoble, 2 000 à Montélimar. À Paris, nous disposons pour l'instant des chiffres des syndicats. 350 000 personnes selon eux, soit plus que des mobilisations des 5 et 10 décembre. Une mobilisation à la veille d'une réunion à Matignon entre le Premier ministre et les syndicats. Quel message compte-t-il lui faire passer? Écoutez Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Écoutez l'opinion publique, écoutez les grévistes, écoutez les manifestants. Vous voulez que la situation s'arrange. Nous, on est tout à fait d'accord. C'est à vous de dire maintenant, on remet les compteurs à zéro, c'est-à-dire on arrête ce projet et on discute vraiment sur l'amélioration du système. On a des propositions, personne ne peut le nier. C'est vraiment projet contre projet. Ils nous demandent de trouver des solutions, on en a, qu'ils les mettent en œuvre. À Lille, quelques débordements en marge de la manifestation. 2 mineurs ont été interpellés après l'explosion d'une petite bouteille d'eau remplie d'acide et contenant des clous près de policiers qui étaient en faction devant la gare Lille-Flandre. Il n'y a eu ni blessés ni dégâts. Et après Lyon et la Gironde, autour de Nice, pendant une trentaine de minutes, l'électricité de la gare Thiers, du centre commercial Nice Étoile et du Palais de Justice a été coupée cet après-midi. Action revendiquée par la CGT du groupe RTE, en charge du réseau à haute tension pour protester contre la réforme des retraites. À retenir également dans l'actualité, il n'y aura pas de 4e procès dans le dossier AZF. La Cour de cassation a rejeté cet après-midi le pourvoi de la défense. La condamnation prononcée en octobre 2017 est donc définitive.
Dernier recours possible désormais, la saisie de la Cour européenne. Le procès en appel du couple Balkany a repris cet après-midi à Paris, toujours sans le maire de Levallois-Perret. Patrick Balkany, condamné et incarcéré pour fraude fiscale, est toujours hospitalisé et ne peut pas se déplacer à l'audience. Son épouse Isabelle est donc seule à se défendre. On avait pris l'habitude de les avoir en libre service. À partir du 15 janvier, l'Agence du médicament va demander aux pharmaciens de ranger les boîtes de Doliprane, aspirine ou Advil derrière le comptoir. Ça concerne donc les anti-inflammatoires et les produits contenant du paracétamol. Objectif, limiter les risques liés à un mauvais usage de ces produits vendus sans ordonnance. Vous avez un petit budget à Noël et si vous offriez des cadeaux d'occasion, selon une enquête Kantar, 1 Français sur 2 serait prêt à déposer des cadeaux de seconde main sous le sapin. Mais cette tendance se vérifie surtout chez les jeunes, Alice Berthias. Oui, 68% des 25-34 ans trouvent que le cadeau d'occasion est une bonne idée. Ce n'est plus que 39% chez les plus de 55 ans. 2 raisons principales expliquent l'engouement des jeunes pour l'occasion. L'aspect financier d'abord, mais aussi écologique. Ça permet de donner une seconde vie aux objets et donc de limiter le gaspillage. Mais attention, on ne parle pas ici de vide-grenier. Ce qui se vend le mieux, ce sont les produits de luxe, les vêtements, mais surtout la technologie. Le marché des téléphones d'occasion a progressé de 7% quand celui des téléphones neufs est en baisse et un iPhone vendu sur 10 est reconditionné. Mais que le cadeau soit neuf ou d'occasion, il faut vous dépêcher. Noël, c'est dans une semaine. Le foot début ce soir des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. 2 rencontres à suivre, Reims-Montpellier et Monaco-Lille. Et puis il n'y a plus que 2 départements en vigilance orange inondation, la Charente-Maritime et les Landes. Voilà pour l'actualité. Très bonne soirée à tous. France Maghreb 2, France Maghreb.